Donc l'homme a besoin, je crois, pour son équilibre, profondément, et de se relier à un cosmos vivant, et pas simplement de considérer le monde comme un lieu qu'il peut exploiter pour gagner de l'argent. Et je crois que ça fait partie non seulement de l'équilibre de l'être humain, mais en utilisant le monde et en l'exploitant, il est en train de déséquilibrer tous les écosystèmes extrêmement complexes de la planète, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'on ne sait absolument pas jusqu'où la Terre va supporter la pression extrêmement forte que l'homme est en train de faire avec la consommation dans laquelle on est parti sur le plan mondial, avec la Chine, l'Inde, etc. Donc on ne sait absolument pas jusqu'où les écosystèmes vont supporter cette pression de l'activité humaine. Et beaucoup de spécialistes aujourd'hui, et là je ne parle pas de philosophes, mais vraiment de scientifiques, spécialistes des climats, etc., nous disent qu'il peut y avoir un basculement irréversible dans lequel il y a un effondrement des écosystèmes, et du coup ça rendra la vie humaine impossible sur Terre. Mais c'est vrai qu'une spiritualité de l'immanence, une spiritualité naturaliste, pourrait-on dire, ça consiste à se sentir un avec la nature, un avec tout. Au fond, c'est ce que Freud appelait le sentiment océanique, expression que Freud d'ailleurs emprunte à Romain Rolland. C'est quoi le sentiment océanique? C'est se sentir un avec tout, comme la vague ou la goutte d'eau sont une avec l'océan. Et si on se sent un avec tout, un avec la nature, ce qui relève de la spiritualité, alors en effet, l'une des conséquences pratiques, c'est qu'on n'a pas envie de détériorer cette nature qui nous contient, qui nous porte, qui nous fait vivre. Parce que c'est vraiment le seul grand défi qui ne figure pas dans la Déclaration universelle. À l'époque, en 1948, nous ne savions pas encore les dangers auxquels nous avions exposé notre planète par une civilisation économique, exploitation excessive des ressources naturelles. Nous avons fait beaucoup de mal à cette terre. Il a fallu attendre la grande conférence, celle de Stockholm en 1972, celle de Rio, surtout en 1992, pour savoir que c'était devenu peut-être le problème le plus important pour nous tous. Tout le monde parlait de mondialisation sans voir à quel point tout se tient. C'est-à-dire comment la dévastation, par exemple la dévastation financière, correspond, enfin les catastrophes financières qui ont eu lieu récemment correspondent aussi aux dévastations qui sont faites sur l'environnement. C'est le même mouvement et tout ça c'est lié. Et là, ce qu'il y a quand même de particulièrement intéressant, c'est de voir que pendant des années, on nous a seriné qu'il n'y a pas d'alternative, essayant de nous faire croire qu'il n'y avait que la réalité économique. Tout d'un coup, on voit que cette réalité économique, cet homme économique qu'on a voulu fabriquer est en train de s'écrouler de tous les côtés, ne tient pas. Et puis que... eh bien, il y a des alternatives. Donc, il faut prendre conscience. D'abord, prendre conscience qu'à travers notre diversité, il y a une unité humaine, et c'est le thème de la terre-patrie que j'ai développé dans un précédent livre. D'autre part, je pense qu'il faut changer de voie, mais on ne peut pas changer la voie par décret. Et comment s'opèrent dans l'histoire les changements de voie? C'est toujours des déviants, des dissidents, que ce soit religieux comme Jésus ou Mohamed, que ce soit politique comme Marx ou Proudhon, que ce soit en sciences, où il y avait Descartes, Gassendi, Galilée, Bacon. Au début, c'est rien du tout, et puis ces mouvements se développent parce qu'ils correspondent à des besoins et deviennent des forces formidables. La science, qui n'était que le fait de quelques individus au XVIIe siècle, est devenue une force formidable. Donc, il faut savoir commencer. Mais on commence. On n'est même pas au commencement du commencement, mais le monde grouille d'initiatives créatrices qui traduisent des possibilités futures, que ce soit dans l'agriculture biologique, que ce soit dans les villes, une urbanisation qui humanise la ville, que ce soit dans tous les domaines. Et à mon avis, le monde va changer parce que si toutes les réformes commencent en même temps et convergent et se réunissent comme des ruisseaux, font des rivières et des rivières, un fleuve. Les décisions qui se prennent aujourd'hui vont influencer la vie de l'humanité pour des milliers d'années à l'avenir. Est-ce qu'on arrivera à arrêter cette détérioration
qui se poursuit encore rapidement, il faut bien le dire. Nous savons qu'il faut réduire l'émission de gaz carbonique qui est de 80% pour stabiliser la température. Nous l'augmentons chaque année de 2 à 3%. Nous savons qu'il faut arrêter la déforestation, qu'elle produit énormément de gaz carbonique et de réchauffement. Elle se poursuit rapidement aujourd'hui encore au Congo, en Indonésie et en Amazonie. Chaque fois, nous avons cette question. Si je voulais résumer la situation, je dirais nous sommes devant un conflit entre deux forces très puissantes et qui prennent de la puissance. La première, c'est la détérioration. Encore une fois, on émet de plus en plus de gaz carbonique. La deuxième, c'est la restauration, c'est la prise de conscience, parce qu'avant de restaurer, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Mais ça aussi, ça prend du poids chaque année. Et donc, nous sommes dans une situation de conflit dont le résultat est totalement inconnu. Personne ne peut aujourd'hui dire comment sera la planète dans 50 ans. 50 ans, c'est pas long, c'est même pas une vie humaine.